Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche. La camaraderie nous invite à discuter, à parler ensemble, dans la franchise et dans le respect. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et tous et merci d'être là pour ce premier épisode du nouveau podcast Camarades. On se veut être le premier podcast de discussion et de débat entre camarades de toute la gauche. On va essayer de parler de plusieurs sujets aujourd'hui avec respect mais avec honnêteté. On va se dire les choses franchement, c'est ça aussi la camaraderie. Alors pour commencer, je vais vous présenter un petit peu. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour, tu es avec nous depuis quelle ville ? Je suis, et en ce moment, je suis à Saintes, en Charente-Maritime, qui est ma ville de naissance. Mais sinon, le reste de l'année, je vis à Paris. D'accord. Bonjour Charles. Bonjour, je suis depuis l'Île-de-France. Je suis en banlieue parisienne, dans les Hauts-de-Seine. Ça va, il fait beau ? Il fait nuageux. Bonjour Nadia. Bonjour. Tu es avec nous depuis ? Moi, actuellement, je suis à Paris, mais je suis originaire de Franche-Comté. D'accord. Enchanté et bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Bonjour Julien. Bonjour. Moi, je suis à Cassel-Sarazen, donc sous-préfecture du Tarn-et-Garonne. Ah, formidable. Pas très loin de chez moi. Moi, je suis à Montpellier. Et bonjour Pascaline. Bonjour. Tu es avec nous depuis ? Depuis Marseille, moi. Sans l'accent, mais quand même depuis Marseille. Eh bien, bienvenue. Alors pour commencer ce premier épisode, et ça sera un petit peu le fil rouge de chaque émission, on va commencer par quelques questions qu'on va se poser un petit peu entre nous. Donc on a fait une sélection de 10 questions, donc il faudra que 2-3 personnes me donnent un numéro entre 1 et 10, et puis on se distribuera la parole pour essayer d'y répondre et faire plus ample connaissance. Je vais demander donc à Léa de définir un numéro entre 1 et 10. 2. Alors, et la question sera posée à Charles. Donc tu m'as dit 2. Que penses-tu de cette phrase « Qui aurait pu prévoir le changement climatique » prononcée par Emmanuel Macron ? Ça commence fort. Hein. Alors du coup, qu'est-ce que je pense de cette phrase ? Clairement, cette phrase montre un certain mépris politique pour la science. C'est pas nouveau sous Macron, mais c'est quelque chose qui est ancien, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais déjà sous Sarkozy, on avait eu une petite phrase qui disait que l'écologie, ça durait bien 2 semaines. Donc en fait, cela montre une manque de volonté politique et aussi quelque part une tendance à éviter les sujets qui fâchent, à éviter les sujets compliqués, puisque je pense qu'il n'y a pas plus compliqué que de mettre une politique écologique en place, puisque ça demande de repenser notre système économique, et donc ça demanderait entre guillemets un bras de fer entre le politique et l'économique, et évidemment Emmanuel Macron se sent beaucoup trop faible pour pouvoir répondre à ces questions-là, donc oui, moi je pense que cette phrase, c'est de la lâcheté politique, ni plus ni moins. Ça a le mérite d'être clair. Alors, on va passer à une autre question. Est-ce que tu peux à ton tour me donner un numéro entre 1 et 10, sans 2, bien sûr ? Allez, le 9. Le 9, et ça sera pour Nadia. Est-ce que le travail, c'est de gauche ? Plutôt le travail, pas la valeur travail. Sacrée question. Non, mais le travail en tant que tel, non, pour moi, c'est pas forcément de gauche, mais par contre, la protection des droits des travailleurs, oui, ça par contre, ça c'est éminemment de gauche. Et ça, on se doit de faire en sorte de regagner des droits. Là, typiquement, avec la réforme des retraites, on se doit de continuer la bataille. Et ça, par contre, oui, ça c'est clairement une bataille de gauche et on le voit bien. On en parlera tout à l'heure parce qu'on parlera des retraites et notamment on essaiera de faire un petit bilan aussi et voir qu'est-ce qu'il est possible de faire en termes de combat, voir s'il y aura d'autres recours et si la réforme des retraites continuera comme ça ou si bien on est en capacité à gauche d'agir pour faire en sorte que ça ne s'applique pas. Nadia, est-ce que tu peux me donner un numéro entre 1 et 10 et ça sera pour Julien ? Oui, 4. Alors 4 pour Julien. Qu'est-ce qui te motive ou qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager ? Est-ce que ce sont des idées, des personnes, un parti, un mouvement ?
Je pense que ce qui motive beaucoup d'entre nous à s'engager à la base, c'est peut-être une situation, quelque chose qui se passe dans le quotidien. Moi, il se trouve que je suis papa de 4 enfants. Et donc, c'est assez naturellement que je me suis engagé en tant que parent d'élèves dans les établissements où ils sont scolarisés. Il se trouve que je suis locataire en HLM. Et c'est un peu aussi naturellement que je me suis engagé en tant que représentant des locataires, parce que je pense que partout, il y a des choses à défendre, que ce soit sur le logement, que ce soit sur l'école, puis finalement sur tant d'autres sujets, parce que j'ai aussi en tête, je pense beaucoup à la santé, qui est peut-être un problème en ce moment qui concerne et qui inquiète beaucoup de nos concitoyens, la santé, et quelque part on est tous usagers de la santé. Et donc je pense que j'ai envie de dire, l'occasion fait le larron, mais il y a beaucoup d'occasions et beaucoup de raisons de se mobiliser de nos jours, et voilà, c'est un peu cet ensemble de choses. Merci Julien, on parlera tout à l'heure d'engagement et de camaraderie, notamment à gauche, parce que c'est aussi le sujet de notre podcast. Peux-tu me donner un numéro entre 1 et 10, et ça sera pour Pascaline? Le 3. Le 3, pour Pascaline. Est-ce que pour toi, le clivage droite-gauche existe encore? Tu as 3 heures. Ouais, en effet. Est-ce qu'il existe encore ce clivage? Je pense que les contours tendent à bouger. Néanmoins, il y a quand même, pour moi, il reste des valeurs de gauche, un engagement à gauche. On a quand même des choses qui nous distinguent et des engagements qui nous distinguent, des objectifs qui nous distinguent. Néanmoins, effectivement, on voit que les lignes bougent, se fracturent même parfois. Mais je crois que oui, ça existe toujours, et que c'est bien qu'il y ait des distinctions entre ce qu'on peut porter. Néanmoins, effectivement, il y a quand même des frontières qui se sont un petit peu effacées, estompées. Mais entre la com médiatique et là aussi la manière dont on voit tout ça et ce qu'il en est exactement, je trouve qu'il y a aussi un décalage. Et donc, moi, je pense que il faut effectivement réaffirmer ce qu'est être de gauche et pourquoi on est de gauche et qu'est-ce que l'on veut quand. Et dans le quotidien, tu ressens que les gens sont attentifs à ça, ou parce qu'on est tous au niveau local plus ou moins engagés, et c'est vrai que notamment à l'occasion des élections municipales, on juge pas forcément par rapport à positionnement politique droite-gauche, mais plutôt par rapport à un projet, des personnes. Alors, je pense que ça dépend énormément quand même de là d'où on vient. Plus la ville est importante, plus quand même la couleur politique est importante aussi, puisqu'il y a une représentation politique qui s'affiche. Donc ça dépend. Je pense que ça dépend où ça s'exprime. Est-ce que les gens y sont attentifs? Je pense effectivement que le projet est ce qui importe le plus, mais le projet il reflète quand même un engagement politique et une volonté politique, et que celle-ci elle a des marqueurs, quoi qu'on en dise. Donc on peut l'appeler, on n'est pas obligé d'appeler droite-gauche. Ça pour moi c'est peut-être pas, c'est peut-être un peu, c'est pas forcément nécessaire. Néanmoins, qu'on l'appelle ou pas droite-gauche, le projet politique a quand même certains marqueurs. Les marqueurs de la gauche, c'est pour moi, par exemple, le premier, la redistribution des richesses. C'est pour moi le premier marqueur de la gauche. Et ça nous distingue quand même d'un certain nombre d'autres partis politiques, et notamment à droite. Et le bloc central, qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? Quand tu dis central, tu penses à qui? Modem, ou parce que, enfin, ça dépend comment on situe. Enfin, je sais pas. Macron, par exemple, il se disait de droite et de gauche, et en fait, on voit qu'il est plutôt, finalement, il est plus de droite. Donc, ouais, c'est une escroquerie un peu. Moi, je suis assez d'accord. Est-ce que le centre existe? Ça, c'est une vraie question. Et en tout cas, on l'entend pas beaucoup. Moi, je partage l'avis qui vient d'être dit, c'est que tout simplement, je pense que ce qui caractérise du moins ce qu'on appelle le centre politique en France, ce qui la caractérise justement, c'est une pensée très libérale. Donc en fait, c'est l'absence de pensée politique. C'est-à-dire que c'est une pensée économique, ça c'est sûr.
Mais après, sur les autres sujets, il n'y a pas grand-chose à défendre. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que citez-moi un grand philosophe centriste, citez-moi un grand penseur centriste. Moi, on peut trouver des grands penseurs de la droite, on peut trouver des grands penseurs de la gauche. On peut trouver des grands philosophes, on peut trouver des théoriciens sur tous les domaines, mais c'est vrai que sur le centre, généralement, oui, ils vont faire du tri sur des philosophes de droite et de gauche, et généralement, ils n'ont pas rien d'autre à défendre que une sorte de libéralisation à outrance et de soumission du politique au marché. Et donc, en fait, si la politique ne répond plus à rien et obéit juste au marché, à quoi sert l'État? À quoi sert l'État? À quoi sert la politique? À quoi sert l'action politique? Donc, pour moi, le centre se caractérise par une absence idéologique dans la politique au sens presque régalienne du terme, la politique forte, la politique étatique, la politique voilà, pour moi c'est presque de la non politique. Mais ce que disait Ce Julien, c'était assez intéressant. Il posait la question de savoir est-ce que ça existe le centre. Oui, moi, la raison pourquoi je disais ça, juste pour m'expliquer là-dessus, mais parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que je pense qu'à partir du moment où on soutient un libéralisme effréné, tel qu'il est aujourd'hui, eh ben, on s'est positionné. Et le centre, tel Emmanuel Macron, pour moi, il porte des politiques bien de droite, en fait. Et je pense que pour faire le lien avec l'actualité, la mobilisation sur la réforme des retraites a bien montré quand même qu'aujourd'hui, il y a une fracture nette dans notre société. Il y a d'un côté ceux qui vivent de leur travail et qui sont majoritairement contre d'ailleurs cette réforme. Et puis il y a une minorité qui vit du travail des autres et qui soutient ce genre de réforme. Les centristes, entre guillemets, comme on les appelle, sont quand même de ce côté-là du spectre, quoi. Donc je sais pas si on peut vraiment parler où ils se positionnent. Il y a quand même, je partage par contre ce qu'a dit la camarade tout à l'heure là. La valeur centrale de la gauche, c'est justement que il y a cet antagonisme de classe tel qu'il est aujourd'hui entre ceux qui travaillent et ceux qui vivent du travail des autres, et quand même quelque part le partage des richesses et ce que produit ce travail, parce que c'est quand même le travail qui produit la richesse dans le pays. Ben c'est ça l'objet de toutes les luttes, quoi. Et donc soit on est d'un côté, soit on est de l'autre, mais être au centre, c'est quand même un peu tenter de s'échapper à la question, quoi. Merci Julien. On va passer à la première question thématique, grosse partie de ce premier épisode du podcast. On va se poser la question si la camaraderie existe encore à gauche et comment elle existe. J'ouvre le débat. Qui c'est qui veut prendre la parole? Qui c'est qui veut s'exprimer sur ce sujet-là? Est-ce que quelqu'un déjà a un avis très tranché à nous expliquer? Ça posera le débat. Moi, je veux bien commencer. En fait, je pense que la camaraderie à gauche. Donc déjà, je me suis repenchée sur la définition de camaraderie. Donc du coup, la camaraderie, c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt à gauche, effectivement, avec l'idée de partager plusieurs centres d'intérêt. Et en fait, pour moi, la camaraderie, elle existe encore à travers. À gauche, elle existe surtout à travers la création de la NUPS. Je pense que ça a été un marqueur très fort pour la gauche en fait et les écologistes. Enfin, moi je me positionne aussi par rapport aux écologistes. En tout cas moi au niveau local, elle est très forte. Je pense que c'est pas le cas forcément partout, mais en tout cas je pense que c'était très attendu par les citoyens au moment des élections. Donc du coup ça a créé une vraie union aussi et une vraie beaucoup d'unité chez les gens et ça voilà. Je pense que ça s'est aussi vu par rapport à la réforme des retraites dans la rue avec une union intersyndicale très forte et des partis de gauche qui sont aussi très unis derrière les syndicats. Et puis un troisième lieu en fait, un troisième espace où la camaraderie à gauche se retrouve fortement et moi je le vois beaucoup aussi au niveau local, c'est à travers les associations, des associations notamment sur le climat et la justice sociale comme par exemple Alternativa où en fait on retrouve des lieux de lutte commune où en fait la gauche et au final les étiquettes sont plus forcément d'ailleurs très marqué où on fait plus trop la différence si c'est un camarade de l'AFI, un camarade du PS, un camarade de LV mais du coup on est unis dans cette même lutte pour le climat et pour la justice sociale.
Donc pour toi, il faut des causes pour fédérer cette idée de camaraderie. Oui, ça peut être un facteur d'unification, oui, des causes communes, ouais. Je me permets de rebondir. Je suis absolument d'accord avec Léa. Mais ouais, et je pense que là, l'objectif, clairement, c'est 2027. Et c'est aussi de là que la NUPES s'est créée. Il y avait un enjeu au niveau des élections présidentielles de 2022. Et là, l'enjeu va être le même pour 2027. Et là, voilà, là, on fête les 1 an de la NUPES. Il y a cette perspective d'espoir. La NUPES tient. Et après, il est vrai qu'il y a quand même des tensions de temps en temps. On l'a vu avec certaines sorties de Fabien Roussel sur la NUPES est un boulet, la NUPES est dépassée. On a eu aussi des appels à un acte 2 de la NUPES par la France Insoumise ou encore Sandrine Rousseau. Mais pour moi, c'est vrai que, pour moi, en tout cas, ouais, la camaraderie, elle existe sous la forme de la NUPES. Après, si on élargit la gauche vraiment au sens large, et si on voit ce qui se passe du côté de Cazeneuve, etc., est-ce que là, la camaraderie existe encore? Je sais pas, je pose la question. En tout cas, ouais, existe au sein de la NUPES, après de manière plus large, je sais pas. Julien, qu'est-ce que tu en penses? J'étais justement en train de me dire, la camaraderie, c'est vrai qu'on la connaît d'ailleurs peut-être d'abord tous les uns et les autres dans nos partis politiques respectifs, pour ceux qui sont membres de partis. Et puis quand on parle de la camaraderie à gauche, finalement on parle des rassemblements qu'on arrive à former. Et je pense que ça n'a peut-être pas démarré qu'avec la NUP. On peut pas quand même résumer l'histoire. La gauche, elle a de longues histoires de rassemblements, des hauts et des bas. Mais souvent, c'est quand on arrive à faire ensemble, à se fédérer sur une cause commune, sur une élection, mener des batailles communes et peut-être les gagner. Ça, voilà, je pense que ça part de là. La NUP, effectivement, elle a dans la dernière période, je pense qu'elle a apporté beaucoup d'espoir. Mais je pense que aussi, quand on voit l'actualité et ce qu'a été capable de faire l'intersyndicale, notamment sur la question des retraites depuis le début de l'année, je pense qu'on a quand même quelques trucs à apprendre si on veut encore améliorer la machine NUP, quoi. Je pense au moins trois points quand je dis ça. Mais le premier, c'est que quand on regarde l'intersyndicale, elle a tenu par vents et marées quand même, parce que les 6 derniers mois n'ont pas été faciles. Mais elle a tenu sans que aucune de ses composantes n'efface ou ne tente d'effacer l'autre. Et ça, je pense que c'est quand même pas mal. C'est quand même quelque chose de pouvoir se dire qu'ils ont accompli ça. Et c'est vrai que à gauche, quand on s'est rassemblés dans toute notre histoire, ça a souvent été un problème. L'hégémonie d'une des composantes, c'est toujours un problème. Un deuxième point de cette intersyndicale sur laquelle je pense qu'on doit prendre exemple, c'est le fait qu'ils ont été capables de mobiliser dans les métropoles, dans les grandes villes, mais aussi en milieu rural. Et moi, je vois ici sur Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, on a eu des manifestations comme on n'en avait jamais eu depuis des décennies. Et ça aussi, c'est quelque chose que avec la NUP, on n'a pas forcément été en capacité de faire. Nous, ici, on a perdu une circonscription au Rassemblement national parce que voilà, le monde rural, il est quand même très touché par cette dérive-là. Et puis ensuite, quand même, l'intersyndicale, elle a montré qu'il y a quand même une majorité dans ce pays qui est prête à se mobiliser et à s'exprimer sur la question du travail qui paye, du travail digne, du travail qui permet d'arriver à une retraite. Voilà, mais il y a une majorité là qui est là. Il faut qu'on arrive à. Je pense que c'est un début là, la NUP et tout ce qui est en train de se passer. Il y a encore de beaux jours devant nous et de belles choses à construire. Mais on peut se dire que si le travail mobilise autant, la gauche a de l'avenir quand même. Charles, il a toussé. Ça te fait réagir ou... Non, désolé, c'est le rhume des foins. Mais si, en effet, ça me fait réagir. En vrai, ça me fait réagir. Ça me fait réagir et je pense que je vais dénoter peut-être un petit peu par rapport à ce qui est dit. D'ailleurs, alors sur ce que vient de dire Julien sur le travail comme la valeur travail, le travail qui paye, le travail émancipateur, le travail à sa juste place aussi pour avoir du temps libre comme valeur fondamentale en France, je suis d'accord. Je pense que c'est ce qui a fait les majorités sociologiques d'ailleurs de toutes les élections présidentielles. Sur la NUP, sur ce qui a été dit, je
Désolé, mais moi je vois une forme d'hypocrisie parce qu'aujourd'hui je vois une NUP au Parlement, mais je ne vois pas de NUP, ne serait-ce que dans les régions ou dans les grandes villes. Moi, et je l'assume, j'ai été de ceux qui ont participé à la primaire populaire. Lorsque l'on disait que c'était le quinquennat de la dernière chance sur le réchauffement climatique, qui, je le rappelle, sera irréversible dès le 1er janvier 2025, c'est-à-dire dans quelques mois à peine, dans quelques mois à peine, lorsque on interpellait là-dessus et qu'on disait qu'il fallait une union créée sur des bases démocratiques d'un vote souverain du peuple de gauche, souverain et indépendant qui choisit pour lui-même ses représentants, nous n'avons pas été écoutés, on a même été moqués pendant longtemps. Et après, on nous a sorti cette espèce d'accord électoral où, d'ailleurs, je n'ai pas envie de commenter la majorité sociologique des personnes qui ont été investies, mais c'est quand même assez grave. On a même vu au Parlement, du moins pour le parti que je suis, on a même vu un recul du nombre de femmes élues au Parlement. Je ne suis pas sûr que ceci ait donné un très belle image. Après, sur le fait qu'il était nécessaire de faire une union, j'avais envie de vous dire, évidemment, l'intersyndicale vient d'être rappelé, mais l'intersyndicale, aujourd'hui, justement, on a tout à apprendre d'eux. 3 Français sur 4, aujourd'hui, plus de 3 Français sur 4, pardon, soutiennent l'intersyndicale, alors que seulement 1 Français sur 4, presque, et un total de gauche à 25% de Français se disent prêts à voter pour la gauche. Donc, lorsqu'on fait un quart à peu près de la population française qui va voter, parce que si je mets les abstentionnistes, c'est presque seulement 1/5 des Français qui sont prêts à voter pour la gauche. Bon, la gauche est extrêmement minoritaire et ceux qui nous promettent des victoires demain en chantant sont au mieux des illusionnistes, au pire des cyniques. Et ceci interroge, et je suis d'accord avec Julien lorsqu'il parle de cette valeur, d'essayer de reprendre cette intersyndicale et d'essayer de reprendre ce combat sur un travail qui paye, sur une vie digne. Je pense que là qu'il y a un travail idéologique à faire et qu'aujourd'hui la gauche, si elle ne fait pas un profond renouvellement idéologique et même aussi de personnes, je ne suis pas sûr qu'elle puisse demain gagner, du moins pour 2027. J'ai du mal à avoir l'espérance. Mais pour revenir vraiment sur ton sujet initial qui portait sur la camaraderie, est-ce que la camaraderie existe au sein de nos partis? Oui, évidemment. Même nous, on l'a vu encore, ça n'aura échappé à personne que ce soit au PCF, que ce soit au PS, que ce soit ailleurs, on a vu qu'il y a eu des congrès, qu'il y a eu des débats, que parfois c'était même tendu entre différentes lignes, idem chez les Verts d'ailleurs, et on a bien vu que finalement la base tenait, que les querelles passent et que la base tient, et que même les querelles au sommet entre guillemets des partis finalement n'ont pas d'influence sur le reste. Après, je pose quand même la question, moi je trouve que la question que tu poses, Baptiste, est très intéressante parce que c'est vrai qu'on est dans une société entre guillemets solitaire, dans une société d'égo, dans une société individualiste, et c'est vrai que du coup ce mot camaraderie entre guillemets déteint parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus dans des sociétés auto-centrées et c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que du moins notre camaraderie en interne, et là-dessus je suis d'accord aussi avec, je crois que c'est toi Julien qui disait que il ne fallait pas remettre l'histoire de l'union de la gauche à la NUPES, que c'est quelque chose qui existait bien avant, je suis bien d'accord avec toi, d'ailleurs je pense que le mot gauche est important et que c'est un mot à revendiquer, moi j'ai envie de revendiquer ce mot, plus qu'un anacronyme de plusieurs lettres. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est important et oui, c'est ça que je voulais dire. Désolé, je m'embrouille. C'est ça que je voulais dire, c'est que aujourd'hui cette camaraderie, elle est quand même confrontée à des partis qui sont de plus en plus petits. Aujourd'hui en France, on a très peu de grands partis. On a quand même une enquête d'opinion qui avait montré que plus de 90% des Français avaient une image négative des partis politiques. Ça interroge. On avait quand même aussi moins d'1% des Français qui ont des cartes dans un parti politique ou qui se disent prêts à avoir une carte dans un parti. Donc, quand on a 1% seulement de la population qui est prêt à franchir ce cap de la camaraderie, c'est en effet inquiétant. Après, là où je souligne, je sais plus si c'est Nadia ou Pascaline qui a souligné ça, je souligne que, en effet, aujourd'hui, je pense que ce mot camaraderie s'incarne beaucoup plus dans les associations qui, elles, n'ont pas perdu de leur succès. Encore heureux, je pense qu'elles tiennent le pays. D'ailleurs, il faut souligner leur travail remarquable. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en conclusion? Oui, en conclusion, c'est pour dire que
cette camaraderie aujourd'hui, elle est un peu atteinte. Elle est un peu atteinte, et aujourd'hui, la vraie question, c'est comment redonner goût à la politique, comment redonner goût à la camaraderie, à l'engagement. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut s'interroger sur le fonctionnement même des partis. Et là, je pense qu'on peut tous, j'ai cru comprendre qu'on était plusieurs ici à être membres de partis politiques différents. Je pense qu'on peut tous balayer au sein de nos propres maisons et devant nos propres portes. C'est qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, hein, plus de 90% des Français qui ont une image négative. Et aujourd'hui, si on regarde les précédentes présidentielles, notamment celle de 2022 ou celle encore d'avant, c'est intéressant de voir qu'on a des candidats, que les 4 principaux candidats, que vous prenez Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou Éric Zemmour ou même Jean-Luc Mélenchon, c'était des personnes qui ne s'appuyaient pas sur des appareils, et bien au contraire qui s'appuyaient sur des mouvements un peu plus fluides, un engagement un peu moins contraignant que de la camaraderie. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je ne sais pas, LFI n'est pas un parti et se revendique d'ailleurs de ne pas être un parti. La primaire populaire, c'était pareil, ça se revendiquait de ne pas être un parti. Et donc, Emmanuel Macron, bon, certes, aujourd'hui, ça s'est transformé en parti, mais on voit bien que déjà, il a une petite coalition qui est presque minoritaire au Parlement, et on voit que c'est une coalition de plusieurs partis, et on voit que son mouvement, quand il avait été lancé au début, c'était pas un parti politique. Donc aujourd'hui, c'est vrai que on peut se poser la question de savoir est-ce que la camaraderie est encore attractive. Et là, je crois que c'est, entre guillemets, à nous, simples militants, de redonner espoir et de remontrer via des actions positives, parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on a des partis politiques qui sont aussi petits qu'actuellement, et les membres qui sont de ce parti, ça va être du coup très souvent des élus. Et du coup, plus il y a d'élus et moins il y a de citoyens, plus pour un nouveau citoyen, entre guillemets, qui va franchir les portes, ça va être, entre guillemets, intimidant. Moi, je vais vous avouer que c'est vrai que la première fois que j'ai fait mes premiers engagements, je me souviens, c'était aux jeunes écolos. Je souligne, s'il y a des écolos, je leur fais coucou. Je me souviens que c'était assez intimidant. Bon, après, j'étais jeune aussi, mais je me souviens que c'était quand même un milieu assez intimidant, qui a ses propres règles et que c'est pas forcément évident de rentrer là-dedans. Et donc, je pense que c'est à nous aujourd'hui de redonner goût à la camaraderie. Voilà, je vais pas essayer de faire plus long parce que j'ai été beaucoup trop long. S'il y a des réactions. Ça tient aussi à ce que tu dis, c'est assez juste, ça tient aussi à l'organisation des partis politiques. Il y a des organisations comme le Parti Socialiste notamment qui sont organisées en fédération, en section, et le fait qu'on est sur l'ultra local ou sur des petits groupes comme ça organisés en fonction de petits territoires, que ce soit des quartiers, que ce soit des villes, ça joue très certainement aussi à entretenir ce lien de camaraderie. On va refaire un tour de table, si je peux l'appeler comme ça. Donc Pascaline, Léa et Nadia ensuite, et Julien pour continuer. Mais avant, parce que moi je veux qu'on se dise tout aussi franchement, quand j'ai voulu faire ce podcast entre camarades, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça tiendra pas parce que justement cet esprit de camaraderie n'est plus là. Alors peut-être que c'est dans l'inconscient collectif, peut-être que c'est quelque chose comme ça en ce moment dans une société assez individualiste qui tend à se développer, mais je veux vraiment votre avis sur le sujet. Est-ce que la camaraderie à gauche, parce que la camaraderie de gauche n'est pas la camaraderie d'ailleurs, est-ce que ça existe encore et comment? Pascaline. Ouais, moi je veux bien réagir en effet. Je suis en effet surprise un peu parfois de ce qui a été annoncé. Peut-être déjà, on s'en peut-être, faudrait s'entendre en fait sur le mot camaraderie, ce qu'il représente pour les uns et les autres. Pour moi, la camaraderie, c'est la fraternité, c'est la solidarité et c'est un groupe qui partage les mêmes valeurs, les mêmes envies, qui se retrouvent autour d'un même objectif. Et qui derrière va pouvoir développer des liens de confiance. Donc pour moi, avant de répondre même si elle existe ou pas encore, c'est qu'en tout cas pour moi, si on veut gagner, elle doit exister. Ça, il y a pas photo. Si on veut créer quelque chose, la camaraderie, elle doit exister et elle doit être renforcée. Moi, je crois que la camaraderie, en même temps, est-ce qu'elle existe encore? Je sais pas, je connais pas le parcours de chacune et de chacun. Peut-être ça dépend aussi depuis combien de temps les uns et les autres nous militons. Moi, j'ai quand même l'impression qu'elle gagnerait, en tout cas, à être renforcée. Je suis pas tout à fait en phase avec l'idée de dire que la NUPES a restauré la camaraderie ou que autour de la NUPES serait revenue une certaine camaraderie ou il y aurait une camaraderie. Déjà, la NUPES, c'est pas l'ensemble de la gauche, pour la première des choses. Donc, je pense que c'est important que de parler de camaraderie au sens ultra large du terme, pour la gauche en tout cas, parce que pour moi,
je sais plus qui l'a rappelé tout à l'heure, la NUPES a permis de créer une super dynamique. Mais néanmoins, il manque encore des voix, il manque encore des électeurs et des électrices. Il manque qu'on convainque encore plus largement, et il manque aussi dans cette NUPES d'agréger l'ensemble des partis, en tout cas qui le souhaitent. Et là, la NUPES, elle s'est construite autour d'un certain nombre de partis, mais pas l'ensemble de la gauche. Et en plus, donc au-delà du fait que pour moi il faut qu'elle soit plus large que ça, d'autre part, heureusement que la camaraderie c'est quelque chose de plus vieux. Quelqu'un a parlé des syndicats. Pour moi, typiquement la camaraderie, dans mon imaginaire en tout cas de ce qu'il y a pu y avoir, parce que j'y étais pas, c'était de la lutte syndicale en tout cas d'il y a plusieurs années, quand les syndicats étaient forts, on avait ce sentiment effectivement d'une force commune. Solidaire de personnes qui aimaient se retrouver, qui partageaient ces liens particuliers en fait, qui par contre là je rejoins en fait l'ensemble des personnes qui pour moi s'exercent ces liens au moment de combat. Et donc c'est aussi pour ça que je souhaite pas la réduire à la NUPES, parce qu'en fait des combats communs il y en a plein. Il y en a eu plein. Moi, je viens de Marseille. Le printemps marseillais, c'était un combat commun. Et à l'intérieur du printemps marseillais, ce qui a fait la force de cette dynamique, c'est justement l'envie d'être ensemble et ce qui a pu être créé ensemble et le fait qu'il y avait vraiment, c'était joyeux, c'était festif, etc. Donc il y a d'autres, il y a d'autres combats électoraux d'union qui aussi ont permis ça. Mais qui montre qu'effectivement, à mon sens, en tout cas, c'est vers ça qu'on doit tendre, vers ces combats unitaires qui nous permettent de créer ces liens. Et on n'a pas besoin d'être forcément toujours d'accord sur tout, mais qui permettent effectivement aussi aux désaccords de s'exprimer de manière, comme tu l'as dit par rapport à ton podcast, à ce projet dans lequel on est, de s'exprimer de manière la plus respectueuse possible, mais en permettant effectivement le débat, les idées de pouvoir s'exprimer et de laisser place au désaccord, hein, qui doit pouvoir, même pour moi, être le socle de la gauche, c'est qu'on puisse être en désaccord. Et sur la camaraderie, je trouve que parfois elle est un peu engluée, moi, dans des combats électoraux ou dans des querelles électorales ou des querelles qui sont en plus délétères. On le voit, on est tous, je pense, sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, on est prompt à tomber les uns sur les autres, parfois, à mon sens, un peu trop rapidement. Et on peut être en désaccord, mais ne pas oublier qu'en fait finalement notre adversaire pour le coup à toutes et tous, c'est quand même l'extrême droite qui est galopante. Et donc je crois que oui, on a des désaccords, mais que cette camaraderie, elle va justement permettre de les exprimer, mais de ne pas oublier que derrière, ce qu'on doit nous combattre, et vraiment, faut qu'on en soit tous et toutes convaincus, c'est cette extrême droite qui progresse dans les urnes, mais qui progresse aussi, on le voit, de manière complètement décomplexée dans la rue. Moi, ça m'affole. Donc, je crois que on en a tous envie. Je crois qu'il y a de la marge de progression et aussi que ce type de projet, de discuter justement comme ça ensemble, ou ces combats, donc la NUPES en a fait partie, mais le combat contre les retraites en est un autre, la loi asile-immigration doit être aussi un autre de ce combat, et c'est parce que on va avoir retrouver ces combats sociaux, ces combats locaux, et ce pourquoi on croit et ce en quoi on croit, et pouvoir avoir ces liens de confiance qui vont se créer, que derrière on va pouvoir gérer nos désaccords également, et ne pas faire que ils s'expriment au grand jour et qu'ils nous empêchent le moment venu d'être forts ensemble. Léa? Oui, du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été dites.
par où commencer. Alors moi je disais pas hein, que la NUPS avait créé la camaraderie. Hein, j'ai bien conscience qu'il y avait d'autres bien avant. Il y avait de la camaraderie bien avant cela, et que d'ailleurs la camaraderie peut s'exercer en dehors des partis et en dehors de la NUPS aussi. Moi, ce que je vois, pour moi, oui, enfin voilà, je rejoins, je pense que ce que disait Pascaline avant, la camaraderie aussi enfin, ça s'exerce par le fait aussi d'aller vers un intérêt commun. La lutte contre l'extrême droite en est une. Moi, je vois aussi, voilà, le dérèglement climatique qui en est un autre. Je pense qu'il faut peut-être redéfinir nos valeurs et prendre nos valeurs communes comme base commune pour avancer ensemble. Après, je suis pas naïve, j'ai bien conscience aussi qu'il y a des choses qui sont pas raccord dans la NUPS et des choses qui divergent et voilà, quand on voit Cazeneuve aussi qui part tout seul, moi ça m'inquiète grandement pour 2027. Donc voilà, je pense que la NUPS c'est un outil, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, il faut vraiment se retrouver sur nos valeurs et nos intérêts communs pour justement pas se déchirer et pas repartir à zéro en 2027, quoi. Mais quand on voit, tu vois, par exemple, quand on voit les jeunes de Reconquête, de LR et du RN qui posent ensemble, qui essaient de se la jouer un petit peu camarade et tout, moi ça m'inquiète, tu vois. Mais oui, moi aussi. Parce Après, qu'ils veulent tout nous voler un peu, tu vois, on a le sentiment qu'ils veulent nous voler nos figures historiques, nos valeurs, nos principes. Mais quelle figure historique, par exemple? Bon, l'extrême droite essaie tout souvent Jaurès, Blum, je sais pas ce qu'ils font, mais ils font n'importe quoi. Non, mais ça marche pas, c'est sûr. Mais tu vois, les jeunes générations, notamment à l'extrême droite, ils se la jouent un peu camarades. Parce que ils veulent faire cette union des droites. Et moi, ça m'inquiète parce que, est-ce que c'est le fait qu'ils peuvent faire ressentir l'idée qu'ils sont camarades, ou est-ce que c'est nous qui avons laissé ce genre de principe de côté? Moi, je pense que c'est à nous à dire que la camaraderie c'est de gauche, la solidarité c'est de gauche, l'horizontalité c'est de gauche. Oui, je pense que ça fait partie de leur processus de banalisation aussi, de se rapprocher que l'extrême droite se rapproche de la droite, voilà, pour continuer leur processus de banalisation et de normalisation et dire bah oui, venez chez nous, c'est cool. Mais après, je pense que oui, c'est là où en fait on doit vraiment brandir nos valeurs et que ce soit vraiment des piliers et les rappeler et rappeler nos intérêts communs qui sont, enfin c'est ce que tu disais, rappeler aussi nos valeurs communes, la solidarité, la convivialité, le respect. Nadia, puis après Julien, et on enchaînera sur le deuxième sujet. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Sur la camaraderie en tant que telle, je pense que oui, il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Après, moi, je ferais peut-être une distinction entre le militantisme, la camaraderie au sein des milieux militants, et vraiment l'image que l'on renvoie auprès de l'électorat de gauche, et surtout si on se place dans un combat contre l'extrême droite. Enfin, pour moi, il y a quand même cette question-là qui se pose, et comment c'est perçu en fait. Enfin, je pense que je me perds un peu dans mes pensées, mais je sais pas si ça c'est vraiment perçu. Enfin, le manque de camaraderie auprès d'un potentiel électorat de gauche, je sais pas si c'est réellement perçu. Enfin, ouais, je sais pas trop. Julien, qu'est-ce que tu en penses, toi, qui est quand même très engagé dans un parti politique où les gens s'appellent camarades, et puis peut-être aussi tu es proche de syndicats, donc il y a cette idée de s'appeler camarade naturellement, facilement aussi. Ben justement, c'est extrêmement intéressant en fait ce dont on discute là, parce que moi sur ma circonscription, comme je le disais tout à l'heure, aux dernières législatives, la dernière députée de gauche qu'on avait, elle est tombée, et c'est une députée RN qu'on a maintenant, et c'est quand même quelque part un peu le monde du travail qui l'a élu à cette députée RN, et c'est aussi un constat qu'on remarque de plus en plus et qui nous inquiète au quotidien quand on est au porte-à-porte sur le terrain ou qu'on discute avec les populations, c'est que
Oui, 3/4 des Français soutiennent l'intersyndicale. Une grande partie, ils nous disent dès que j'ai l'occasion de voter, ça sera plus jamais Macron et je prendrai le bulletin qui s'impose, quoi. Et pour beaucoup, le réceptacle de cette colère, c'est déjà ou ça sera encore l'extrême droite. Et je pense que ça vient du fait que à gauche, on n'a pas encore réussi, voilà, à imposer, à s'imposer comme une alternative crédible à ce que subissent les Français au quotidien. Et ça, je pense qu'il faut partir de là. En fait, le monde du travail, là, aujourd'hui, il subit depuis des années, il en peut plus, c'est des fins de mois difficiles, c'est des difficultés. Enfin, moi, je sais, par exemple, je me suis occupé du comité du secours populaire pendant plusieurs années ici à Cassel-Sarrazin, et je me suis déjà entendu dire que c'était bien qu'on aide les plus précaires à partir en vacances, mais quand même, nous, on travaille, on part pas et personne nous aide. Ce genre de choses, on l'entend quand même, c'est récurrent, ça revient. Et ça nous montre qu'il y a un monde du travail vraiment en déshérence. Socialement, c'est difficile. Et donc, partant de là, et sur ce qui vient d'être, pour faire le lien avec tout ce qui a été dit avant, je pense qu'il y a 2 points importants. Je pense que la préoccupation là maintenant, c'est pas 2027, c'est comment on peut ensemble se mobiliser, faire cause commune sur des batailles, des luttes et peut-être avoir tant qu'on peut des avancées, quelque chose. Il faut qu'on se batte ensemble et que on puisse commencer à se crédibiliser comme ça. Ça, je pense que c'est la première des choses. Comme on l'a fait sur les retraites et comme il semblerait qu'on va avoir beaucoup d'autres raisons. Je pense aux lois immigration, aux lois sur la réforme du travail, la France Travail, etc., etc. On n'a pas fini d'avoir des raisons de se battre ensemble. Et je pense que c'est là qu'on va pouvoir bâtir quelque chose sur le long terme d'un peu crédible. Et ensuite, la deuxième chose, et ça a été un peu dit tout à l'heure, moi, je pense, je crois beaucoup à la proximité. Et d'ailleurs, on voit qu'elle revient un peu chez tout le monde. On a eu une période pendant plusieurs décennies où les partis étaient plutôt sur des fédérations ou des choses un peu larges. Et là, maintenant, on revient sur la proximité et c'est tant mieux. Nous, au Parti communiste, lors du dernier congrès, on a quand même réinséré la notion de cellule, qui est une structure encore plus petite qu'une section. Ça peut être une cellule de quartier, une cellule d'entreprise. Et c'est des notions qui reviennent. J'ai noté qu'au Parti socialiste, ici à côté de chez moi, à Moissac, ils ont remonté aussi une petite section qui n'existait plus et il y a déjà une vingtaine de militants qui sont à pied d'œuvre. À la France Insoumise, ils ont un peu le même concept avec les petits parlements locaux, tout ça. Et je pense que ça viendra aussi de ça parce que il faut être engagé sur des luttes et au niveau local. Voilà, il faut que je pense qu'il y a ces 2 axes-là, les batailles communes et de proximité, parce que c'est là où on est au contact déjà. En fait, on peut plus être comment dire, tant éloigné en fait, dire des choses mais en étant éloigné de la population. C'est à son contact qu'on peut essayer de l'entraîner avec nous dans ces luttes-là. Et d'ailleurs, la lutte contre la réforme des retraites de Macron, c'est une lutte locale. C'est les sous-préfectures qui se sont soulevées. Et ça fait la parfaite transition avec notre deuxième sujet sur les retraites. J'aimerais bien avoir votre avis, votre ressenti avec un certain recul, et alors que la dernière manifestation c'était encore il y a quelques jours seulement. Alors pas trop long les réponses, je sais que chacun a beaucoup à dire, mais pour essayer de rester dans le temps, si on peut se prévoir 2-3 minutes ou 4 minutes pour chaque réponse, et je vais refaire un petit tour de table pour que chacun puisse s'exprimer. Charles? Quelle est la question précise? La réforme des retraites. Est-ce que tu peux en tirer un bilan positif, négatif? Est-ce que Macron est sous pression? Il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de bilan ni positif, aucun bilan positif à en tirer, il n'y a qu'un bilan négatif. On voit un pouvoir exécutif aux abois. Alors l'origine du problème revient aux législatives. L'origine du problème revient au fait qu'il n'y a pas eu une majorité absolue. Et que sous la Ve République et son fonctionnement très vertical, pour ne pas dire plus, oblige, entre guillemets, le Parlement est une chambre d'enregistrement. Donc là, on a un pouvoir exécutif qui panique parce qu'il a peur de perdre le vote à l'Assemblée nationale. C'est ça la chose principale qui n'est pas dite dans les médias et qui n'est pas défendue, ni même d'ailleurs
par la gauche ou par quelconque autre parti d'opposition. C'est aujourd'hui, on a un pouvoir extrêmement trouillard qui utilise tous les subterfuges constitutionnels possibles et tous les articles de la Constitution possibles pour censurer le Parlement, afin d'éviter qu'il y ait tout vote dessus. Donc on a même vu, et là je vais citer Barbara Pompili, députée de la coalition Ensemble et ancienne ministre d'Emmanuel Macron, on a même vu des députés comme ça, des frondeurs au sein même de la minorité parlementaire qui est la coalition Ensemble dirigée par Renaissance, voit une fracture au sein du camp. On voit même d'ailleurs l'après Macron, entre guillemets, j'aime pas trop cette expression parce que je n'aime pas personnaliser le pouvoir, mais bon, on voit même l'après Macron qui s'ouvre avec des appétits présidentiels de chacun, des guerres d'ego entre ministres. On voit même des intérêts de partis qui divergent. Je pense à Horizon, je pense au Modem, qui joue une petite musique un petit peu plus différente de celle de Renaissance. On voit des tensions, ne serait-ce que pour les européennes à venir. On voit des tensions éclater au sein de la majorité. Mais au-delà de l'aspect politique et parlementaire, ce que l'on ressent avec l'intersyndicale et les Français, c'est une extrême fatigue démocratique, et qui est et c'est pas un mouvement positif. Ce n'est pas un mouvement positif qui peut bien se finir comme on a pu en connaître sous des précédentes réformes. Je rappelle quand même que sous Nicolas Sarkozy, il y avait eu une réforme de la retraite qui avait fait un grand mouvement social aussi. Mais entre guillemets, il y avait parce que la gauche à l'époque était en bonne posture, elle avait gagné toutes les élections intermédiaires depuis 2007. Il y avait un espoir politique derrière. Là, il n'y a pas d'espoir, il y a même une fatigue, je pense, des Français, parce que les Français on voit ce qui se passe politiquement et voient aussi la fin du dialogue social, les syndicats qui n'ont pas été écoutés. Donc ça a été extrêmement préjudiciable, entre guillemets. Et je crois aujourd'hui qu'on atteint les limites de la Ve République. Et je crois que ces limites de la Ve République, elles avaient été vues il y a bien longtemps, mais elles avaient été ignorées. Et aujourd'hui, avec cette crise et cette absence de dialogue social et de dialogue parlementaire, je crois qu'on atteint un point de non-retour où les Français tout simplement ne croient plus aux politiques, ne croient plus en cette République. Et voilà. Et maintenant, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que ça va donner dans 5 ans. Et avec l'extrême droite, comme qui a été dit précédemment par mes camarades, avec l'extrême droite si haute, on ne peut pas se réjouir de cette situation et on ne peut que déplorer un pouvoir exécutif totalement sourd et aveugle. Pascaline, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur le sujet parce que tu es engagé dans un mouvement qui s'appelle Place Publique, et donc on peut se demander naturellement si la réforme des retraites c'est pas le dernier grand combat où la politique a investi la rue, la place publique. Ah j'espère pas, non. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Maintenant, c'est clairement l'ignorance de la rue. Mais pas que. Tu parlais de Macron sous pression. Effectivement, il a été triplement pour moi sous pression politique, de par le fait que, alors c'est vrai que il y avait pas suffisamment il y avait pas la majorité à l'Assemblée nationale et que de fait l'opposition est compliquée, mais il y a quand même une vraie opposition politique par l'intermédiaire notamment justement de la NUPES. Il y a une opposition des syndicats qui a été unitaire comme jamais et l'opposition de la rue. Alors c'est vrai que par contre, je te rejoins que la rue a été méchamment ignorée et que c'est dramatique dans ce que ça veut dire, parce qu'effectivement, en fait, ça veut dire qu'on peut juste gouverner tout seul sans se préoccuper finalement de ce que les citoyennes et les citoyens donnent comme signaux, et que tout ça, ça fait le lit. Encore une fois de l'extrême droite, encore une fois d'une perte de confiance et de repères envers les politiques, si eux-mêmes finalement font qu'à leur tête, au mépris non seulement de la rue, mais aussi la violence, elle est aussi institutionnelle, elle est démocratique en effet, parce que ils ont utilisé de moyens détournés pour qu'il n'y ait pas de vote. Et encore une fois, effectivement, tu as raison, la rue. Le nombre de personnes a été
énorme. Mais moi, alors bon, je suis d'un naturel peut-être un peu optimiste, j'espère optimiste et pas naïf, mais je pense que là, c'est une première pierre, en fait. Oui, cette fois-ci. Moi, je suis d'accord aussi avec ce qui a été dit précédemment. On est d'accord qu'il n'y a aucun bilan positif. Rien n'a été fait comme il aurait fallu que ce soit fait. Cette loi, elle est, on l'a dit 10 000 fois, elle est injuste, elle est inefficace et elle intervient dans un moment où il aurait fallu porter tellement d'autres choses socialement, mais également pour le climat. Donc là, c'est non seulement il aurait fallu porter autre chose, et en plus là, le message démocratique, il est contraire à ce qu'il aurait fallu et il empire la situation. Donc oui, c'est un problème, mais en même temps, est-ce que là, on n'est pas en train de construire justement, de reconstruire petit à petit pour faire le lien avec la question précédente, la camaraderie et puis, alors je suis désolée, il y a des cloches derrière moi. La camaraderie et le fait que on puisse ensemble porter quelque chose, parce que on a vu que bien que on n'ait pas pu obtenir au niveau des retraites le retrait de la loi ou même une modification de la loi, et bien le 1er mai, il y avait un nombre inédit de personnes dans la rue. Donc moi je suis plutôt confiante que pour la suite on puisse continuer à amplifier ce mouvement et que derrière ça paie. Nadia, ça m'intéresse d'avoir aussi ton ressenti sur le sujet. Tu as manifesté, toi, tu as fait toutes les manifs, comment ça s'est passé? Oui, j'ai fait pas mal de manifs, j'ai pas pu toutes les faire. Parce que, bon, en tant qu'alternante, facile. Mais oui, non, bien sûr que j'étais dans la rue. Et pour moi, enfin, oui, alors certes, je pense qu'on peut pas parler de victoire, mais par contre, oui, enfin, je rebondis sur ce que tu disais, Pascaline. On l'a quand même un petit peu retrouvé, cet esprit de camaraderie dans la rue. Et ça, sous toutes les couleurs, ou voire même des gens qui sont pas forcément encartés. Et même, enfin voilà, c'était porté par l'intersyndicale. Et pour moi, l'enjeu, il était là aussi. En fait, le gouvernement a vraiment tout fait pour que l'on se résigne. Et l'enjeu, il était là, et il n'y a pas eu de résignation. On a eu vraiment une mobilisation historique, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Alors oui, par contre, ça n'a pas débouché sur quelque chose de positif. Et là, par contre, pour moi, je pense qu'on peut vraiment parler de réel danger pour la démocratie. Voilà, enfin, tout a été fait, tous les véhicules législatifs ont été utilisés pour faire passer en force cette loi, et en fait, cette loi n'a même pas été votée. Enfin, je pense que ça, c'est important de le rappeler, mais en fait, ouais, enfin, elle n'a aucune légitimité, cette réforme, et ça, c'est grave. Et enfin, même si on se projette jusqu'à 2027, moi, je me demande vraiment, en fait, comment Macron va faire pour tenir, parce que bon, voilà, enfin, certes, il compte réduire le nombre de réformes sous son quinquennat, etc., mais pour moi, enfin, ça va vraiment poser problème, surtout dans ce contexte de minorité, de majorité relative au sein du Parlement. Mais oui, la minorité présidentielle, enfin, ils vont être obligés de s'allier avec la droite, et toujours plus à droite. Et bon, après, voilà, ça c'est un enjeu politique, mais en tout cas, sur vraiment l'enjeu démocratique, pour moi, ça pose un réel problème. Et quand on voit que Yaël Braun-Pivet a sorti l'article 40 pour empêcher le vote sur le texte qui avait été porté par Lyotte lors de leur niche, voilà, même là, on commence à brouiller la frontière entre l'exécutif et le législatif, et ça, c'est très dangereux. Et pareil, ce qui s'est passé en commission Affaires sociales, lorsque les sous-amendements n'ont pas été étudiés en commission, ça, pareil, ça réduit à la fois le rôle du Parlement, et en même temps, ça crée de la jurisprudence qui peut être très, très dangereux à l'avenir, quoi. Surtout si le pouvoir est récupéré par l'extrême droite. Mais bon. Julien et ensuite Léa. Oui, je pense que je vais recouper et peut-être approuver pas mal de ce qui a été dit, mais finalement, la réforme des retraites et la période qui vient de s'écouler, elle a révélé le vrai visage de ce pouvoir, hein. C'est la fuite en avant autoritaire. C'est très violent. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, dans quel pays on a de telles manifestations et un tel mépris du gouvernement? Dans quel pays on refuse tout simplement de soumettre un vote, d'ailleurs, une telle réforme, d'ailleurs, d'une telle ampleur au vote? On remet en cause le droit de vote, finalement. On remet en cause même le rôle du Parlement. Et c'est ce que disait tout à l'heure l'un d'entre nous. Enfin, on creuse
un fossé terrible entre le peuple et les institutions. Et ça n'est qu'un terreau, pour l'extrême droite, quoi. Voilà. Donc après, je note une chose, c'est que le- le- cette violence, cet antagonisme-là dont je parlais tout à l'heure, qui fracture notre société, parce que, je le répète, mais cette majorité qui vit de son travail et qui est contre une telle réforme, elle est restée unie via l'intersyndicale, mais on notera qu'elle n'est pas arrivée à bloquer l'économie. Et ça a été beaucoup discuté, je sais, dans les cercles syndicaux, militants syndicaux, parce que certes, on a fait 12 un nombre, beaucoup de marches, de manifestations, La grève totale, mais tu veux les dire. grèves de grands secteurs se sont mobilisés, dans l'énergie notamment, voilà. Mais enfin, on n'a pas pu généraliser le blocage de l'économie via la grève. Et ça, Macron, dès le début, il s'en est aperçu, et c'est ce qui lui a fait se dire qu'il pouvait passer en force. La résignation viendra ensuite, et elle vient, on voit bien. Il y a d'ailleurs certaines déjà parlent que voilà, le match est plié, et en quelque sorte, malheureusement, pour beaucoup, ça va être perçu comme ça. Alors, en tout cas, moi, je suis d'accord de dire que c'est une première étape, parce que jamais une des réformes d'Emmanuel Macron ne l'a poussé à se dévoiler comme ça, dans cette fuite vers l'autoritarisme, la violence, le passage en force tel quel. La crise aujourd'hui, elle est démocratique, effectivement. Maintenant, il y aura de toute façon que deux façons de faire plier un tel pouvoir. C'est le blocage et la grève, ou les urnes, ou les deux. Mais enfin, ça passera par là, quoi. Alors peut-être que c'est une première étape et que d'autres mouvements d'ampleur vont venir. Et je pense que c'est à ça qu'on doit travailler, nous, à gauche, en tout cas. Merci Julien. Léa, et puis on conclura. Oui, alors moi j'ai vécu vraiment ce moment comme un moment vraiment lunaire d'un point de vue politique et démocratique. Enfin, j'ai trouvé ça extrêmement violent, la réponse du gouvernement et du président à la rue et au mouvement social. Néanmoins, bon, je vais pas, de toute façon, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit avant et je vous rejoins sur beaucoup de points. Donc ça, c'était mon ressenti. Néanmoins, je pense que c'est aussi un moment qui a fédéré et qui a permis aussi aux gens et à des gens qui n'étaient pas forcément issus de partis, issus de mouvements, voilà, des gens un peu, des citoyens un peu lambda qui n'ont pas forcément d'engagement, de se réunir aussi vers une cause commune qui était justement le travail. Et en fait, je pense que s'il y a eu autant de gens dans la rue, c'est pas simplement le sujet des retraites. En fait, derrière, bien évidemment, c'était le sujet du travail et du temps passé au travail et de la pénibilité et tout ça. Donc, on n'y passe suffisamment de temps dans notre vie pour que justement ce soit une lutte commune et un intérêt commun justement pour créer de la camaraderie. Pour faire le lien avec le podcast. Donc ça c'est vraiment pour pour l'aspect positif. Et en fait moi j'ai vraiment aussi le sentiment d'être comme le dit Charles à bout de souffle au bout de la démocratie, en fait, que la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui dans notre pays elle est à bout de souffle et je serais très favorable à une 6e République. Voilà. Le message est passé. Tu nous as bien fait passer le message. Une 6e République. C'est vrai que c'est un peu un sujet qui revient de façon récurrente et dans plusieurs mouvements et organisations politiques à gauche depuis un certain temps. Et d'ailleurs, on peut regretter que la façon de faire d'Emmanuel Macron ne remette pas ça un peu plus sur la table et qu'on n'arrive pas à monter un peu plus au créneau. Mais ça peut être l'objet d'un autre podcast et d'une autre émission. Est-ce qu'il faut la 6e République et quelle 6e République? Merci à vous 5 d'avoir participé à ce premier épisode. Et on va conclure, si vous avez encore quelques instants, on va se donner 10 minutes, si ça va à tout le monde, pour faire un petit retour sur ce moment d'échange. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant? Est-ce que vous trouvez que ça manque, les discussions entre personnes, entre différentes sensibilités aussi? Je sais qu'on est tous engagés dans nos partis ou mouvements respectifs. On n'a pas forcément l'occasion d'échanger, de discuter en dehors des manifs. Ça nous arrive de nous croiser et de discuter. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Charles? Déjà, merci pour l'invitation.
En tout premier lieu, merci pour l'invitation et pour ce débat, parce que c'est vrai qu'on a perdu, je parlais de démocratie tout à l'heure, et justement, on a perdu, je crois, on a perdu le sens du débat, le respect du débat, le respect de l'autre. Et tout à l'heure, quand on parlait de camaraderie, je pense que c'est important aussi de remettre la notion de respect en politique. Je crois que c'est quelque chose qui nous a manqué. Non, quel retour de faire de cet épisode de ce qui vient d'être dit et de nos échanges et de la conclusion qu'on fait. Moi, je crois que c'est très intéressant parce que, enfin, on sent bien qu'on a tous des parcours extrêmement différents. Et peut-être que je m'avance trop, mais j'ai l'impression qu'on est tous d'accord pour dire que la situation est pathétique, que la politique en France est devenue pathétique. On ne sait plus comment on élève nos enfants dans une société aussi égoïste et aussi injuste. Et on voit aussi qu'on devient un pays pas antidémocratique, mais on devient un pays où les abus de l'exécutif se font de plus en plus sentir et où tout simplement la majorité devient silencieuse et opposée, et n'a que la rue pour s'exprimer, mais cela ne suffit même plus. Cela ne suffit même plus à se faire entendre, puisque, entre guillemets, on aurait pu dire que sur les gilets jaunes, entre guillemets, on aurait pu dire qu'il y avait eu un recul et un léger écoute. Aujourd'hui, on est dans un mépris total. Donc c'est très intéressant comme discussion, ce qu'on a ce soir. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que tout simplement la situation est pathétique. Vraiment, je maintiens ce mot, je maintiens et je le signe. C'est une situation assez grave et il va falloir donner des débouchés politiques derrière, et il n'y en a pour l'instant aucune, et je doute que même une dissolution soit utile ou soit la solution à notre problème. Voilà. En tout cas, encore une fois, merci pour cet échange, merci pour cette discussion, et merci pour l'invitation, et à très vite. Merci Charles. Pascaline? Oui, écoute, moi, sur le fil de ce qui a été dit depuis le début, je trouve que chaque initiative et chaque fenêtre ouverte pour faire dialoguer les désaccords est une bonne chose. Et non seulement faire dialoguer les désaccords et voir aussi les points d'accord, et que ça, c'est plus que bénéfique pour la suite. Donc moi, je suis très positive et très contente de ce premier échange tous ensemble. Donc merci à toi et merci à tous les autres. Est-ce que la gauche est encore une famille? Comme dans toutes les familles, elle se dispute. Oui, après, dans les mots famille, on peut entendre beaucoup de choses. Il y a des familles dans lesquelles on a envie d'être et des familles dans lesquelles on a moins envie d'être. Donc, créons la famille ensemble dans celle dans laquelle on a envie d'être les uns et les autres, et qui nous permettent d'avancer sereinement, efficacement et joyeusement. Nadia? Pareil, je te remercie Baptiste pour l'invitation, et je vous remercie aussi tous pour cet échange. Et c'est vrai que je suis très reconnaissante en fait des espaces de dialogue, de discussion, parce qu'en fait oui, on l'a bien vu, on est d'accord sur ça, les enjeux sont beaucoup trop grands, les enjeux pour 2027, mais même les enjeux actuels, avec un gouvernement qui est beaucoup trop autoritaire. Et oui, pour moi, il y a vraiment nécessité à remettre de la camaraderie dans nos échanges, et ouais, moi en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué quand j'ai commencé à militer. On a besoin de joie, et on l'a vu aussi dans les grèves, on a besoin de joie militante, et sans ça, en fait, on passe à côté de quelque chose. Et si on veut être plus percutant dans la lutte, faut tenir, et ça, pour ça, faut que ça se fasse avec joie. Est-ce qu'il y a un sujet que tu ressens auprès de camarades, de personnes engagées à gauche, ou même d'amis, un sujet que tu trouves intéressant à traiter? Pour un prochain épisode? Ouais, par exemple. Tu vois, quelque chose que peut-être on ne sent pas et que les gens sont hyper intéressés et les médias n'en parlent pas assez. Pour moi, il y a un vrai sujet. Alors ça, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est partagé, mais par contre, pour moi, il y a un vrai sujet sur l'abstention. Pour moi, c'est vraiment un impensé politique. On n'en parle jamais. Et pourtant, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire. Déjà parce que la politique est l'affaire de tous.
En fait, on met de côté une très grosse partie de la population et l'abstention ne fait qu'augmenter. Et surtout, en fait, parmi cette abstention, il y a, bon, alors certes, il y en a qui le font de manière volontaire, mais c'est aussi un choix politique, mais il y a aussi des gens qui ne le font pas parce que juste ils sont dégoûtés de la politique, et ces personnes-là pourraient voter à gauche. Et pour moi, il y a un réel enjeu sur l'abstention. D'accord. Julien, et on finira par Léa. Moi, je vais peut-être déjà commencer par te remercier, Baptiste, et puis tous ceux qui ont œuvré à l'organisation de cette initiative. Je pense qu'elle est très importante, et tout ce qui peut faire avancer l'union de la gauche, à mon avis, l'est. Pour la suite, je pense qu'aujourd'hui, on a dit beaucoup de choses, mais on a quand même fait remarquer que on s'est appuyé sur quelque chose d'actualité qui était la bataille des retraites. Et quelqu'un l'a dit juste avant, c'était pas que les retraites, c'était la question du travail. On a aussi dit que le travail, c'est quand même un marqueur à gauche historique. Et c'est peut-être là-dessus qu'il y a besoin de repartir, de redonner un sens idéologique, un sens politique. Et peut-être qu'il y a ce sujet du travail, de la gauche, pour le monde du travail, pour la majorité de ces Français qui travaillent, et bien de reconstruire un espoir. Et c'est peut-être sur ça en tout cas, moi, je proposerais qu'on puisse accorder un peu de temps au sein de ce podcast. C'est très intéressant, on aura l'occasion, j'imagine, d'en parler. Avant de laisser la dernière parole à Léa, comme ça bouclera la boucle que nous avons commencé avec toi. Charles, tu as une idée pour un sujet futur? Ne me dis pas l'Europe, hein. Non, j'allais pas dire l'Europe en plus. Non, justement, c'était pour mettre en lien avec les retraites. Le vrai sujet qui a pas été mis sur la table et dont les Français nous parlent, c'était pas forcément une réforme budgétaire des retraites, mais c'était la dépendance et le grand âge. Ça, c'est quelque chose qui revient partout et qui n'est nulle part, qui est porté nulle part. Il n'y a aucune proposition sur le sujet, et pourtant, la population française est vieillissante. Voilà. C'était une petite idée de sujet à traiter. Voilà. Non, mais c'est très intéressant, et très certainement, il faudrait qu'on voit si on peut pas inviter quelqu'un, peut-être un élu au niveau du département qui a quand même la compétence solidarité et santé, et c'est à mon avis un sujet qui est beaucoup ancré dans le quotidien d'énormément de Français et qui n'est pas assez parlé et débattu. Léa, je te laisse le mot de la fin, comme ça nous bouclerons ce premier épisode du podcast avec toi comme nous l'avons commencé. Merci beaucoup. Quelle responsabilité de clôturer ce podcast. Je vais tenter de le faire brillamment, mais modestement. Donc, déjà, merci beaucoup pour cette initiative que je trouve intéressante et aussi importante en ce temps de fracture de la France en bien des points. Je trouve ce format assez intéressant parce que en fait on est à distance en fait, et on vient tous de territoires visiblement différents, de milieux sociaux différents sans doute aussi, je ne sais pas, et de partis différents, et en fait je trouve assez intéressant de pouvoir se parler comme ça à distance sans finalement on a aucune on est un peu en terrain neutre en fait, parce qu'on ne se voit pas, on est juste lié à notre parole et au son de notre voix et à nos mots. Donc je trouve ça assez intéressant comme format pour cela, et de toute façon je suis toujours très intéressée par toute forme de débat, et je pense effectivement, comme beaucoup l'ont dit, que c'est important de remettre du débat, de remettre l'écoute aussi autour, l'écoute des autres, la tolérance aussi, la tolérance, le respect. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne idée, et c'est possible d'en faire d'autres. Je serais ravie d'y participer. Merci beaucoup Léa, très 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 belle conclusion, moi ça me va. Alors malheureusement un camarade n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, donc on aurait dû, avec moi compris qui anime ce podcast, être 7. Peut-être que 6 participants c'est peut-être un petit peu trop. On essaiera de faire des formats où on sera 4 participants en plus de moi, peut-être 6 en fonction des sujets, mais j'espère que ça trouvera en tout cas l'écho chez d'autres camarades, et que cela pourra aussi créer des vocations à d'autres qui pourront créer des espaces de discussion et de paroles libérées, parce que je pense qu'à gauche, nous avons besoin de ça. Merci beaucoup. Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche.